Comme Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web il y a une trentaine d'années, Ouest France est convaincu que l'innovation et le numérique, c'est une grande question de vivre ensemble. C'est l'occasion c'est ce qui justifie ce concours de start-up. Ouest France, dans sa mission, travaille le vivre ensemble et on est attentif à identifier et à mettre en avant des initiatives innovantes et qui appuient aussi la qualité du vivre ensemble. Voici le déroulement du concours. Chaque start-up aura 4 minutes pour pitcher et décrire son activité. Ensuite, suivront 3 minutes de questions par le jury qu'on va vous présenter à l'instant. À la fin de tous les pitchs, il y a 5 start-up, on aura 10 minutes de délibération par le jury. Et ensuite, tout de suite après, l'annonce de 2 lauréats, un lauréat prix du jury et un lauréat prix du public. Je vais vous expliquer comment le vote du public se déroule. Je vais passer la parole à Fabrice, qui est le président du jury. Fabrice est en charge des activités numériques d'Ouest France et aussi de l'informatique et va présider cette session. Bien, merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est toujours un vrai plaisir de participer à ce jury, de découvrir des talents. Pour n'en citer qu'un, lors du premier jury, on avait nommé une société Malouine qui s'appelle Familéo, qui a été citée tout à l'heure. Donc on est ravis de les suivre et de voir leur succès, et je leur souhaite évidemment de poursuivre. Donc rapidement, pour ne pas monopoliser, je vais vous présenter le jury, en commençant par Maud Lévrier, qui travaille chez Ouest France, Patrice Hutin, qui travaille aussi dans le groupe, 2 personnes que vous avez vues juste avant à la table ronde, donc Jérôme Tréhardy du Pool et Laurent Chrétien, oui il est là, Laurent Chrétien de Laval Virtual, et puis Christian Clark, qui était le lauréat de la société Patrivia l'an passé. Donc pour ceux qui sont familiers, vous savez comment ça se déroule, donc une séquence de pitch par chacune des startups, et puis j'espère de nombreuses questions et interactions, soit de la salle, soit du jury. Et à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci. Merci Fabrice. Est-ce que je peux avoir à nouveau la présentation? Merci. Deux prix sont remis ce soir, le prix du jury et le prix du public. Voici les dotations. Donc, dans les 2 cas, les startups gagnantes auront des articles sur le site internet et dans le journal, et un petit peu d'espace publicitaire sur westfrance.fr et Ouest France Entreprises. Et le lauréat du prix du jury sera finaliste de la sélection pour la promotion 4 d'Offset et pourra participer à un atelier avec le Startup Palace dans le cadre de l'accélération. Les 5 finalistes, voilà les noms et les personnes qui vont faire la présentation. J'ai mis quelques tags pour fixer un petit peu la thématique de ces startups, mais j'en dévoile pas plus. Le pitch sera là pour tout dévoiler. En ce qui concerne le vote du public, 2 façons de procéder. Soit vous ouvrez avec votre smartphone, vous prenez votre téléphone et vous scannez le QR code qui est derrière moi. Vous allez arriver directement sur une page qui va vous demander un pseudonyme. Je vous invite à saisir votre prénom et pourquoi pas la première lettre de votre nom. Et derrière, vous choisissez la startup qui vous convient. Ensuite, vous avez une autre méthode. Vous pouvez vous connecter à votre navigateur préféré, taper klaxoon.com et ensuite le code d'accès qui vous est indiqué 4EZMUY. Et j'appelle Stéphanie Maros pour le premier pitch. Bonjour à tous. Je m'appelle Stéphanie Maros et aujourd'hui je vous parle de la retraite avec CNext. Donc, la retraite, c'est un sujet d'actualité. Chez CNext, on est convaincu que ça peut être la plus belle période de la vie, mais peut-être que certains parmi vous se posent des questions sur cette période de vie, des questions par rapport à la santé, au vieillissement, des questions par rapport à sa situation financière,
ou simplement des questions par rapport au type d'activité, aux activités qu'on fait à la retraite. La reprise d'une activité professionnelle à la retraite, ça concerne 46% des seniors actifs. Ils l'envisagent à 46%, mais c'est moins de 4% des retraités qui passent le cap officiellement. Alors pourquoi une telle différence entre les deux? La première chose, c'est qu'il y a un manque de connaissances sur les dispositifs, dont le cumul emploi-retraite, pour reprendre une activité à la retraite. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on sait que ça existe, à qui on s'adresse pour le mettre en place? Comment ça se passe? Globalement, on manque d'accompagnement sur cette question de reprise d'activité professionnelle à la retraite. Pourtant, les avantages, ils sont nombreux. Pour les personnes qui passent le cap, on va retrouver une activité, on va choisir à son rythme une activité qui a du sens. On va faire de nouvelles rencontres, donc créer du lien social, et puis quitte à faire, pourquoi pas générer un complément de revenu pour la retraite. D'un autre côté, pour les entreprises, on va avoir des personnes d'expérience qui font le choix de revenir dans l'entreprise par envie de transmettre, par envie d'apprendre. Et avec l'envie, on fait beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est que les personnes qui font du cumul emploi-retraite sont disponibles pour des missions courtes ou à temps partiel. Face à ce constat, CNext, c'est donc un nouvel outil qui va permettre à des retraités actifs de proposer leurs services à des entreprises qui ont besoin de renfort. Alors, ce qu'on propose chez CNext, c'est d'abord la mise en relation de retraités avec des entreprises qui ont besoin d'eux, pour des missions qui sont très variées, qui vont de l'artisanat, par exemple des coiffeurs en fin d'année, ou de la comptabilité pour des cabinets qui ont en fin d'année aussi besoin de renfort. Ça peut aussi être des chefs d'entreprise qui aident des entrepreneurs, ou des experts qui vont aider des startups sur un domaine d'expertise précis en consultant. Chez CNext, on gère les formalités administratives, donc c'est plus simple pour tout le monde. On génère des trames de contrat, on gère le paiement en ligne et on facilite la facturation. La troisième chose, c'est l'accompagnement. On rappelle chaque nouvel inscrit, on organise des formations en entreprise sur la reprise d'activité à la retraite et on organise des événements sur les territoires pour fédérer la communauté et que les gens se rencontrent et qu'on crée du lien social sur les villes où on est présent. Notre équipe aujourd'hui, on est 5, moi-même la fondatrice, 2 personnes, Stella et Aurélie qui gèrent le web marketing, et Hervé et Patrick qui sont eux-mêmes retraités et qui animent la communauté. Ce sont eux qui rappellent chaque inscrit. Notre ambition pour 2020 avec CNext, c'est d'être le premier acteur national de la reprise d'activité à la retraite. Ce qu'on souhaite avec CNext, c'est ouvrir le champ des possibles à la retraite. C'est permettre à chacun de vivre sa retraite idéale. Et vivre sa retraite idéale, c'est d'abord vivre. Et vivre, c'est faire de chaque instant une opportunité d'être à la rencontre de l'autre, une opportunité d'apprendre, une opportunité de créer et de transmettre. C'est vivre bien avec soi-même pour bien vivre avec les autres. Pour bien vivre ensemble. J'ai pas ma slide, c'est pas grave. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors aujourd'hui, moi j'ai 150 personnes inscrites sur la plateforme et 15 entreprises qui ont fait appel à CNext. Et j'ai lancé la première mission en janvier, c'est une mission comptable. Donc c'est la première qui est lancée. J'ai créé en mai 2019. Oui, qu'est-ce que vous avez prévu comme plan de recrutement de talents ou quels moyens vous allez mettre en œuvre pour recruter vos talents? Aujourd'hui, en fait, on a eu la chance d'être contacté par différents relais médias, donc ça nous a aidés. Au départ, moi j'ai fait beaucoup de terrain. Voilà, je suis allée dans des associations de retraités. Voilà, ça a été du bouche à oreille aussi. La presse aide beaucoup. J'ai vu, on a eu un article dans l'Ouest France le 5 novembre, j'ai vu le nombre d'inscriptions augmenter. Pareil pour les entreprises. Donc je compte là-dessus. Et en fait, je lance le 24 janvier un réseau d'ambassadeurs qui sont eux-mêmes retraités et qui ont envie de contribuer au développement de CNext et qui vont faire parler de CNext et animer des formations de préparation à la retraite dans leur ville. Parce que je crois beaucoup à la preuve par l'exemple et que ce sont eux qui vont incarner CNext. Petite question de plus, c'est moi. Pardon.
Est-ce que c'est vous qui portez les contrats et qui assumez la responsabilité de la prestation entre la personne retraitée et l'entreprise? Et est-ce que les personnes retraitées sont pour le coup vos salariés ou est-ce qu'il y a un autre statut? Est-ce qu'il y a un portage qui s'effectue par quelqu'un d'autre? Donc nous, on accompagne à la création du statut auto-entrepreneur. On travaille donc avec des auto-entrepreneurs et on n'a pas de lien dans le contrat qui va lier l'auto-entrepreneur et l'entreprise. On facilite la mise en relation, mais on n'intervient pas dans la relation contractuelle. Par contre, on accompagne. Après, il y a des raisons pour lesquelles on a choisi ce statut d'auto-entrepreneur, notamment en termes de cotisation sociale et de diversité des missions pour les retraités. Une dernière question. Quel modèle économique vous envisagez? Donc, on prend une commission sur l'émission, donc qui est de 14%, et là, à ce stade, on organise des formations aussi, et des interventions en entreprise qui sont facturées à l'entreprise, donc sur des formats de 3 heures auprès de collaborateurs seniors. Une petite dernière, Florian? Ah, Maud a une question. Est-ce que jusque-là, vous avez des types de missions qui se dégagent prioritairement, plus de demandes pour certaines missions, certains secteurs? C'est vrai qu'à ce stade, c'est très varié. Voilà, je parlais de comptabilité, on a des besoins en électricité. J'ai une start-up récemment qui a fait appel à Cenext pour des états des lieux. On peut avoir du transport de bus scolaire aussi, très ponctuel. Voilà, les consultants aussi pour des start-up. Aussi dans le commerce, qui peut être soit une expertise commerciale pour une connaissance en GMS, enfin en grande surface dans l'alimentaire, ou alors un conseiller magasin pour du carrelage, pour une entreprise qui fait du carrelage. À ce stade, c'est très varié, ouais. Oui, on en a plusieurs. Ça commence à arriver. En fait, on a Cockpit à Paris, Kigora à Bordeaux et Tipeee Job plus dans le sud, avec une orientation qui est un peu différente. Nos concurrents aujourd'hui, ils visent surtout des cadres. Et nous, notre enjeu, en fait, c'est pas seulement les cadres, justement, c'est d'aller au contact de personnes qui aujourd'hui ne se sentent pas forcément légitimes ou se disent pas allez, j'y vais, qui ont besoin d'un accompagnement. Parce que c'est là qu'il y a un enjeu sociétal. C'est d'aller chercher des personnes qui sont agents de maîtrise, ouvriers, agriculteurs, et qui ont envie, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils n'ont pas de réseau forcément à activer. Et c'est là que Cenext a sa carte à jouer par rapport à la concurrence. Merci beaucoup. J'appelle Stéphane Desquin de Wouter. Merci. Alors, je n'ai pas la main sur le... Ah, c'est bon. C'est... Bonjour, je suis Stéphane Desquin, je suis cofondateur de Wouter. Alors, aujourd'hui, il y a une aspiration profonde au sein de la société à plus de collaboration, plus d'implication, plus de co-construction. Et c'est dans ce contexte, on va dire, que ces dernières années, la participation citoyenne a avancé. Aujourd'hui, elle est légitime, elle est nécessaire, elle est vertueuse. Il n'y a plus vraiment de débat. Donc la question, c'est comment faire de la participation citoyenne au sein d'un territoire. Et c'est là que le digital peut nous aider. Depuis 2015, chez Wouter, on propose une solution digitale de participation qui permet d'informer et d'interroger facilement les citoyens. Notre métier, c'est de simplifier, on va dire, la consultation citoyenne. Alors, on s'appuie évidemment sur un outil, mais aussi sur une méthodologie. Alors, l'outil, d'un côté, il y a une application web et mobile qui permet de donner son avis sur les projets de son territoire. Je vais découvrir mon interaction, je vais donner mon avis et je vais voir comment je me positionne par rapport aux participants. C'est simple, rapide, transparent. Évidemment, c'est disponible sur tous les supports.
l'idée, c'est de toucher l'ensemble des publics, quel que soit l'âge du participant. Et évidemment, comme on veut massifier cette participation, on a apporté un détail appuyé sur l'ergonomie. Donc c'est très simple, c'est très intuitif, c'est très visuel. Évidemment, côté administrateur, côté collectivité, c'est une plateforme où il y a la donnée agrégée en temps réel. Alors ça va être un outil d'aide à la décision pour les politiques publiques. On va pouvoir partager cette donnée, la publier, la segmenter. La méthodologie, rapidement. En fait, on a une singularité, c'est que nous, on prône ce qu'on appelle une concertation agile. Ça va être de la micro-consultation thématique. C'est-à-dire qu'au lieu d'interroger une fois le citoyen avec énormément de questions, on va donner l'habitude aux citoyens à se positionner régulièrement, mais sur des interactions courtes et de qualité. Ça va aider à ce qu'ils s'approprient voilà, le processus participatif, mais dans le long terme. Alors, un chiffre pour appuyer tout ça, quand on a commencé en 2015, on avait dû faire une dizaine de consultations citoyennes dans l'année. Voilà, à fin 2019, on a fait plus de 750 consultations citoyennes. Donc la culture de la participation avance, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il y a plus de 30 territoires qui travaillent avec Vootr, qui implémentent et qui enrichissent aussi par leur expérience. On couvre tous les cas d'usage, de l'idéation à la votation. Par exemple, un citoyen va pouvoir donner son avis sur le nouveau nom de la piscine ou le nouveau trajet idéal pour la ligne de bus ou les projets, la priorisation des projets écologiques, etc., le nouveau PLU. Voilà. Pour conclure, les défis auxquels on fait face aujourd'hui collectivement, qu'ils soient sociaux, écologiques, démocratiques, sont immenses. C'est le moment d'améliorer radicalement nos processus de décision. Et c'est pour ça que mettre au cœur la co-construction, c'est primordial. C'est primordial d'inclure l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a créé Vootr. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre business model? Enfin, comment vous gagnez de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Aujourd'hui, on travaille avec les collectivités et en fait, soit on travaille à la mission, mais principalement on travaille à l'abonnement. Donc en fait, la collectivité s'abonne au service et suivant la taille de la collectivité, il y a un abonnement en fonction du nombre d'habitants et c'est illimité. Ça comprend l'outil plus l'accompagnement. Donc l'outil et la méthodologie. Comment vous allez chercher les citoyens qui répondent à vos Alors, consultations? Il y a une campagne de communication qui est en fait, il y a un diagnostic au départ de tous les supports de communication qui sont disponibles au sein de la collectivité. Donc ça va être du print, du flyer, du courrier, la 4e de couve sur le magazine municipal, les réseaux sociaux, etc., etc. Et on a développé l'ensemble des outils donc qui est prête à l'emploi pour la collectivité. Et on va piloter au sein du back-office, au fur et à mesure de la participation, s'il y a une surreprésentation d'une tranche d'âge, on va corriger le tir en ciblant un peu plus, histoire d'avoir une représentation la plus homogène possible. Est-ce que du coup, sur les grandes villes, vous êtes obligé de passer par les appels d'offres? Oui. En fait, on va passer une appel d'offres suivant le seuil. Alors nous, principalement, on n'est pas très cher, hein, donc souvent on est en dessous des seuils. Mais évidemment, il y a une procédure de mise en concurrence, ce qui est normal. Voilà. Sur votre positionnement qui est important dans la société, on a vu l'an passé, je crois, une start-up qui s'appelait Civic, si j'écorche pas. Comment vous vous différenciez par rapport à d'autres acteurs qui ont le même positionnement que vous? Alors, je suis désolé parce que Civic en tant que tel, j'ai pas leur positionnement exact en tête. Mais l'interaction avec le citoyen sur les projets. Aujourd'hui, en fait, nous, on fait pas la promotion uniquement de notre approche. Hein. On pense que plus il y a d'acteurs qui contribuent à faire émerger, on va dire, une espèce de culture de la co-construction, que c'est bénéfice pour l'ensemble de la société. Nous, notre différenciation, elle est sur la facilité de déploiement et sur le fait qu'on travaille avec toutes les strates, on va dire, des collectivités. C'est une poupée russe, l'outil.
Donc on va pouvoir facilement, comme on est web et mobile, mais qu'on a pensé avant tout, puisque 80% de nos interactions sont plutôt, la tendance c'est qu'elles sont mobiles, on a une vraie expérience là-dessus, et du coup, on va massifier, on va dire, les audiences versus des solutions peut-être de plateformes citoyennes qui sont uniquement en ligne. Donc nous, on va peut-être toucher des publics plus loin, on va dire, des enjeux publics. Et ce qui nous singularise foncièrement, c'est la méthodologie. C'est qu'en fait, on a un taux de rétention dans le temps, puisqu'en fait, on va chercher le citoyen régulièrement. C'est pas on l'interroge une fois, il ne sait plus ce qui se passe, on lui redescend l'information. Donc en fait, il prend l'habitude, en tant que citoyen, et il est consulté tout le temps, en fait, tout au long de sa vie de citoyen. Une dernière question. C'est quoi votre équipe et c'est quoi vos résultats financiers, s'il vous plaît? Alors, notre équipe, aujourd'hui, on est 7 personnes. Et nos résultats financiers, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 250 000 €. Une dernière question, Patrice. Et comment vous allez chercher vos clients, les collectivités? Alors, c'est notamment avec un article dans Ouest France. Non, mais on va les chercher. Alors, on commence à être connu parce que moi, depuis 5 ans, j'ai dû rencontrer personnellement, sans dire de bêtises, 450 villes ou interco / région, etc. Donc ça, c'est 2015-2020. Et ensuite, les gens parlent entre eux. Donc en fait, c'est nos clients, c'est nos territoires référents qui souvent en 2015 étaient plutôt un peu précurseurs, qui eux sont encore clients et ont évidemment une portion de participation beaucoup plus élevée que quelqu'un qui commencerait juste maintenant, qui en parle en fait et qui explique donc le bouche à oreille évidemment, et puis après c'est du marketing, je ne vais pas faire un cours mais c'est du référencement, du marketing direct, etc. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Je vais demander maintenant à Audrey de venir nous rejoindre. Bonsoir à tous. Je m'appelle Audrey et avant de commencer mon pitch, je vais faire un jeu avec vous. Est-ce que tous ceux qui sont allés aux toilettes au moins une fois depuis ce matin peuvent lever la main? Ok. Et pour ceux qui n'ont pas levé la main, qui compte y aller d'ici ce soir? Ok, donc ça vous êtes très malades, soit vous êtes tous potentiellement des clients de Poppy. Poppy, c'est un papier toilette que j'ai créé très récemment, en avril dernier, et la société commercialise le papier toilette depuis uniquement septembre. Ce papier toilette, pourquoi est-ce qu'il est différent? Tout d'abord, c'est un papier toilette qui est 100% fabriqué en France, dans une usine en Normandie, et surtout avec une matière première qui est tracée et 100% française, puisqu'il s'agit de papier de corbeille de bureau d'entreprises situées exclusivement en Normandie et en Bretagne. Par ailleurs, c'est un papier qui est sain pour la planète, puisque, comme je vous le disais, il est uniquement en papier recyclé, et puis les emballages sont complètement recyclables, qu'il s'agisse du film hygiénique qui enroule les rouleaux par 6, ou bien du carton qui lui-même est en matière recyclée. Et enfin, c'est un papier toilette qui est sain pour les fesses, puisqu'il n'y a pas de produits toxiques, donc il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de décolorant, et le papier est naturellement blanc, puisque, comme je vous le disais, il provient de papier de bureau. Autre élément important de Poppy, et qui s'inscrit aussi dans une démarche solidaire, on est une marque qui nous sommes engagés à reverser une partie de notre bénéfice à Emmaüs, et donc on est capable aujourd'hui de fournir en papier toilette une communauté normande de Saint-Pierre-les-Elbeuf. Donc on n'est pas uniquement une société commerciale. Alors en termes de modèle économique, comme ça vous aurez vraiment la vision globale du projet. Comme je vous le disais, c'est une société, je vois que le PowerPoint a été un petit peu décalé, j'en suis désolée. C'est une société qui a été lancée en
septembre commercialement, et en seulement 4 mois de commercialisation, on a vendu à des particuliers pour à peu près 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est une belle performance, et c'est une marque qui aujourd'hui est vendue exclusivement en ligne. Donc c'est un modèle économique qui est très novateur, puisqu'on est la seule marque de papier toilette à être vendue en ligne avec une option également d'abonnement. Simplement, on a eu pas mal de succès auprès des particuliers, on a été beaucoup relayé par les médias, ce qui fait qu'il y a pas mal d'entreprises aussi qui sont venues nous demander notre papier toilette, et donc aujourd'hui on équipe un certain nombre d'entreprises, que ce soit sur abonnement ou sur palette à l'unité. Donc avis à Ouest France, si jamais vous souhaitez être équipé en Poppy, n'hésitez pas, vous avez mon mail. On a eu pas mal de retombées médias, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui a permis aussi à la société de se développer relativement rapidement. En termes d'équipe, donc pour l'instant, moi je suis la seule opérationnelle à 100% sur Poppy. Voilà, et j'autofinance la société depuis le début, mais je suis très bien entourée, notamment par Thomas qui travaille à temps partiel sur l'acquisition en ligne, et puis mon papetier qui est là depuis le début et qui soutient Poppy depuis la Normandie. Et puis j'ai aussi un board d'advisors, notamment avec des gens d'Unilever, du Slip Français ou autres. Poppy fait aussi partie d'un incubateur qui s'appelle Make Sense, qui est très impliqué dans les enjeux environnementaux et sociaux, et par une agence qui l'accompagne gratuitement pour toute la partie marketing. Et pour finir, en termes de marché, juste pour que vous ayez quand même un aperçu, alors évidemment tout le monde utilise du papier toilette, simplement la diversification possible pour Poppy, c'est pas uniquement ce produit-là du quotidien, mais c'est plein d'autres, notamment l'essuie-tout ou les mouchoirs, avec un certain nombre de concurrents qui existent aujourd'hui. Mais comme je vous le disais, il n'existe pas aujourd'hui de marque de papier toilette vendue en ligne en France. On a eu un gros succès sur Ulule, et peut-être que vous avez entendu parler de nous comme ça, et c'est ce qui nous permet de penser qu'avec ce chiffre d'affaires qui a été développé très rapidement en seulement 4 mois, on peut faire aussi de grandes choses en 2020 grâce à vous. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, et si vous voulez bien, juste avant de finir, comme on est une marque digitale, je vais faire un truc pseudo-digital. Si vous voulez bien, je vais faire un selfie avec vous, et vous allez tous dire Poppy, comme ça vous allez sourire obligatoirement sur la photo. Voilà, donc je vous laisse dire Poppy. Poppy. Voilà, merci. C'était un petit Poppy, mais c'est un Poppy quand même. Merci. Merci Audrey. Des questions? Vous avez 2 marchés, le particulier et les entreprises. Le marché privilégié, c'est lequel? Alors, pour l'instant, on est à 50-50 à peu près, et on devrait le rester, sachant qu'en fait, sur le B2C, il y a le mode direct, la vente en ligne, il y a le mode indirect avec les revendeurs. Donc, on a pas mal d'épiceries vrac et de magasins bio qui revendent notre papier toilette, ça c'est pour le B2C. Et en B2B, il y a la vente en direct aux entreprises, mais il y a aussi la vente indirecte, puisqu'on passe par des facility managers, c'est-à-dire les sociétés de nettoyage qui en fait changent les rouleaux de papier dans les entreprises. Donc les entreprises entendent rarement parler du papier qu'elles ont au siège. Petite question sur le tarif de vos papiers hygiéniques et comment ils se comparent par rapport à la concurrence. Alors aujourd'hui, au particulier, on est à peu près 2,5 fois plus cher que des rouleaux classiques vendus en grande surface, et à peu près 1,5 fois plus cher que des papiers bio, sachant que la livraison est incluse dans notre prix final. Voilà, donc si vous enlevez la livraison, on a le même prix, mais nous on se voit vraiment comme un service, puisque l'idée c'est que ce produit que vous utilisez au quotidien, vous n'en manquiez pas à la fin du mois. Donc c'est un service global. Par contre, pour les entreprises, on est au même prix que les produits bio qui sont vendus par les facility managers. Donc sur les canaux de distribution, votre projet, c'est la distribution en ligne? Alors sur la partie B2C, il y a effectivement 50% du chiffre d'affaires qui est de la distribution en ligne. En revanche, il y a toute la partie hors ligne que nous, on ne prendra jamais en direct, mais via des revendeurs, on est aussi vendu hors ligne. Le transport doit être un coût phénoménal pour la partie B2C. Ouais. Et ce que vous gagnez en écologie à la fabrication, vous le perdez facilement sur le transport qui doit être aussi très polluant. Alors c'est une très bonne question, et c'est une remarque bien sûr qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que la grande distribution, donc la distribution physique, est 5 fois plus consommatrice de CO2 que le e-commerce.
Donc en fait, le particulier et la livraison au particulier a relativement peu d'impact. C'est comme le déchet en fait. Le déchet d'un particulier, il est minime par rapport aux déchets de l'industrie ou autre. Donc en fait, la livraison, aujourd'hui en tout cas, la Poste est neutre en CO2 et la livraison à domicile pour un particulier est moins consommatrice que la distribution physique. J'ai une petite question, moi c'est plus sur, c'est peut-être ma formation d'ingénieur, mais sur le process de fabrication. Est-ce qu'il y a un brevet derrière? Est-ce que vous maîtrisez l'outil de fabrication? Vous parlez de votre partenaire papetier. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? J'aimerais bien comprendre un peu le process industriel et à quel point vous le maîtrisez. Qu'est-ce qui vous appartient derrière? Alors, nous, comme je vous disais, on a été lancé enfin, j'ai créé la boîte en avril et on a pu commercialiser en septembre. Donc, évidemment qu'on n'a pas aujourd'hui d'outils de production puisque c'est une usine. Donc, on utilise une usine qui est spécialisée dans le recyclé depuis 1925. Donc, ils ont la connaissance pour faire ça. Et surtout, c'est des montants qui sont énormes. Là, par exemple, ils rechangent une partie de l'usine, ça leur coûte 18 millions d'euros. Donc, nous, on n'a pas du tout les moyens d'avoir notre unité de production. Et donc, on passe par eux pour la partie papier. Pour la partie récupération du papier, c'est un autre prestataire qui va les chercher en Bretagne et en Normandie. Ensuite, les rouleaux, ils sont conditionnés par un logisticien qui est également normand. Et les cartons proviennent aussi de Normandie. Voilà. Et ensuite, on utilise la Poste pour le redispatchage chez les particuliers. En fait, on va devoir conclure, Jérôme. Très, très court. Là, mais en fait, ma question, c'est de savoir le procédé. En fait, est-ce qu'il y a une innovation technologique derrière la production pour transformer le papier en papier toilette? C'était ça en plus ma question. En fait. Alors, on n'est pas du tout nous, sur une innovation technologique du tout. Et la fabrication en fait, du papier, que ce soit à partir de pâte vierge ou de papier recyclé, elle est maîtrisée aujourd'hui peut-être par une dizaine d'usines en France, dont à peu près deux indépendants. Et nous, on travaille avec un de ces deux indépendants. Donc, il n'y a pas de brevet déposé, ni au nom de Poppy, ni au nom d'ailleurs de l'usine papetière. Merci beaucoup. Est-ce que tu es... Et j'accueille Magali pour Foodologique. Bonsoir, ravie d'être ici où le trajet a été presque long en allant de Saint-Grégoire, pour ceux qui connaissent Rennes, jusqu'à ici. Là, ce qui est l'objet ce soir sur le vivre ensemble et la citoyenneté pour Foodologique dans les territoires, c'est le territoire rural avec les agriculteurs, mais aussi en termes de consommation et de transformation sur l'agroalimentaire, puisque Foodologique, ça va être la solution de valorisation commerciale des fruits et légumes invendus. Donc ici, on voit, je ne travaille pas toute seule, il y a une équipe avec des personnes en web marketing, en commerce, en développement techno, qui s'est agrandie, donc elle n'est pas à l'ordre du jour là. Ça va vite. Le constat qu'on a fait, c'est que 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 € en moyenne. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est des données de la MSA, la mutuelle des agriculteurs. On sait aussi, on en entend de plus en plus parler, et tant mieux, c'est que le gaspillage alimentaire a un coût considérable environnemental, mais aussi économique, et il représente en France 10 millions de tonnes. Près d'un tiers de ce gaspillage, il est généré au moment de la production. On entend beaucoup plus parler de ce qui est depuis la grande distribution, de notre commerce du coin jusque chez nous, mais il y a toute une partie qui est non visible et qui ne rentre des fois pas dans les stats du gaspillage, puisqu'on va parler de pertes, les pertes au champ et des produits qui ne sont pas forcément récoltés. 50% de ces produits sont des fruits et légumes. Donc là, vous voyez où je veux en venir. C'est notre solution, c'est de créer un marché alternatif pour ces produits agricoles invendus sur les fruits et légumes. Ce qu'on veut, c'est être plus que cette place de marché, c'est d'être au-delà d'un marché d'intérêt national comme celui de Rungis et de le faire en ligne, c'est de le faire au meilleur prix, au meilleur bilan carbone. J'entendais tout à l'heure, effectivement, les remarques sur le transport, c'est aussi la volonté de Foodologique, c'est de bien travailler sur l'équilibre entre les émissions carbone, par exemple, sauvées grâce à la réutilisation de ces produits, qu'on compare bien par rapport au transport. Et c'est pour ça aussi que notre positionnement est aujourd'hui B2B, pour ne pas faire transporter 5 kilos de fruits et légumes
50 km où ils seront écologiquement pas rentables. Donc ça ressemble un peu à un site de rencontre, mais pour fruits et légumes qu'on appelle souvent moches, mais ils sont aussi des fois très beaux, mais ils sont juste trop petits, trop grands ou avec des taches. Nous, on les appelle originaux. Concrètement, comment ça se passe? On a des clients qui transforment. Donc dans l'agroalimentaire, on va retrouver surtout aujourd'hui sur de la restauration. Et ils vont créer un compte sur Foodologique où ils vont pouvoir nous faire part de la type de produits qu'ils recherchent, par exemple des carottes, la quantité qui nous permet aussi de vérifier l'éligibilité de cette personne, de ce professionnel à notre solution, l'originalité du produit. Qu'est-ce qu'il est prêt à acheter? Est-ce que lorsque c'est plus petit, plus gros, ça lui convient? Est-ce qu'il va prendre uniquement des surplus parce qu'il veut quand même des produits calibrés, parce que ça ne rentre pas dans sa machine, par exemple pour éplucher de façon automatique. Et donc on va aller capter tout ce besoin-là dans le cahier des charges du client et le faire évoluer aussi par rapport à la solution de Foodologique. De l'autre côté, on a les agriculteurs qui vont pouvoir nous renseigner, comme là en ce moment, de façon préventive, c'est-à-dire qu'on sait combien en moyenne, grosso modo, on a d'invendus de pertes au champ en dehors des aléas climatiques. Donc là, on va travailler sur la façon de travailler sur ces produits de façon structurelle qu'on peut du coup commencer à prévoir dans des potentiels contrats. Donc aujourd'hui, il renseigne à la main et demain sur d'autres technologies. Et donc c'est là où la magie de Foodologique opère. Pour le moment, avec nous, la techno est en train de se développer avec quelqu'un qui s'occupe du développement web et pour rechercher les meilleures combinaisons offre-demande, comme je disais, au meilleur prix, au meilleur bilan carbone. Alors, c'était aussi dans le sujet de la table ronde juste avant, le parti pris de Foodologique est aussi de travailler sur de l'éco-conception web. Donc on souhaite avoir un impact positif sur l'environnement, tant au niveau des actions de la société, mais aussi sur la construction même de l'outil. Donc on travaille du coup à se poser la question à chaque technologie, à chaque hébergement, de comment on fait pour réduire notre empreinte aussi au maximum de notre côté, au niveau de la data, et aussi pour que ça puisse être conforme à ce territoire rural, un mode hors connexion possible avec nos agriculteurs. Donc, je disais, nous, nos partenaires, ça va être les producteurs, mais aussi les coopératives, qui sont aussi des acteurs incontournables pour nous, qui gèrent beaucoup d'invendus par ailleurs quand c'est déjà arrivé chez eux, l'industrie agroalimentaire et surtout la restauration. Pour les producteurs, c'est une rémunération supplémentaire aussi. On parlait tout à l'heure de revenus et il pourra suivre du coup les quantités, les revenus supplémentaires et on tient aussi une comptabilité CO2, des équivalents de CO2 grâce à ces produits sauvés. Et pour les clients qui transforment, c'est aussi pour eux cette mise en avant de leur bilan carbone, de ce qu'ils ont pu aller sauver comme produit, la rémunération supplémentaire qu'ils ont pu avoir pour amener à des producteurs locaux et les équivalents CO2 de la solution. Aujourd'hui, je suis la seule fondatrice, je suis la seule dans l'équipe dirigeante, mais je suis aussi entourée de partenaires et d'écosystèmes, de beaux relais aussi dans les médias qui font aussi qu'on a la chance, au-delà des démarches qu'on fait de prospection, d'avoir des personnes qui viennent en direct nous solliciter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Magali. Est-ce qu'il y a des questions? Votre outil de matching entre l'offre et la demande, entre les producteurs et les transformateurs, il prend en compte la chaîne logistique et les contraintes CO2 de ce côté-là? Tout à fait. On travaille, alors on parle de cas utilisateurs de façon générale au niveau des transactions et on les a faites aussi sur la logistique et ce qui nous permet de travailler par rapport aux quantités, mais aussi à l'éloignement ou pas d'une métropole, de travailler par rapport à des centres logistiques, est-ce qu'il doit y avoir un point de milieu? Donc c'est là où le travail avec les coopératives ou des grossistes est aussi pour nous important d'un point de vue CO2, et c'est ça qui fait qu'on va à un moment dire il doit y avoir no deal, on va conseiller qu'il n'y ait pas matching, mais parce qu'écologiquement, c'est contestable. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte avec la rémunération supplémentaire et par ailleurs d'autres ressources naturelles qui sont préservées grâce à ça. Donc on laisse la liberté de faire le choix de le faire quand même. Après, il y a un impact économique qui est corrélé à cet impact transport CO2 qui rend encore plus pertinent le modèle.
Est-ce qu'il y a des concurrents, une concurrence de ce que vous proposez? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a deux acteurs pour le moment. Un acteur qui est une association, Solal, qui est plus potentiellement un partenaire, parce que ça fait partie des solutions et de l'éventail de solutions, et qui s'occupe de mettre en relation des producteurs avec des associations d'aide alimentaire. Nous, notre conviction, c'est que le don doit être un choix et pas forcément une obligation, et donc c'est pour ça qu'on amène une autre solution, d'autant que les associations ne peuvent pas forcément prendre toutes ces quantités, puisqu'elles sont souvent obligées de les transformer pour des bénéficiaires qui n'ont pas nécessairement de cuisine. Donc voilà, ça vient vraiment en complément, autant pour ces bénéfices que d'un point de vue économique et social. Une toute dernière question rapide et une réponse également rapide. Comment êtes-vous rémunéré? Alors on travaille sous deux formes, soit avec un abonnement dit freemium, donc on va être à la commission, qui va être fixe, qui va être proportionnel par rapport à la structure de l'entreprise en nombre de salariés. Donc plus l'entreprise est petite, plus le service est accessible pour elle. Et après, sinon, sous une forme d'abonnement qui sera plutôt mis en place à partir du deuxième trimestre 2020, une fois que tous les services seront opérationnels, dont aussi des cotations foodologiques qui seront disponibles sur abonnement sur leur plateforme. Merci beaucoup. Une toute dernière alors, Fabrice. Tout à fait. Il y a un scoring effectivement qui va permettre aussi de qualifier les déclarations qui ont été faites par le producteur ou la coopérative dans ce qu'il y avait. Et on est effectivement vigilant sur cette partie-là, d'où la partie photo où on va intégrer aussi de la reconnaissance au fur et à mesure et de la notation. Oui. Merci. Merci beaucoup. J'invite Kevin de Kawa à me rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. On vit dans un monde paradoxal. 3/4 des Françaises et des Français sont équipés d'un smartphone. Et dans un sondage récent, 44% de ces mêmes personnes disent se sentir seules. Alors un peu comme la couverture du livre que vous voyez à gauche, en fait on est en train de créer un monde dans lequel on va être seuls ensemble. Cette fragmentation, c'est aussi un problème pour la démocratie. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont montré récemment que les plateformes qu'on utilise tous les jours, les fameuses GAFA, nous enferment dans des bulles, ce qu'on appelle des bulles de filtrage. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Ça veut dire qu'on ne s'expose plus à des opinions différentes de nos propres préférences. Et quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, finalement, ça exprime un profond besoin de recréer du lien dans les territoires, en vrai, sur des ronds-points, pour reprendre confiance en la démocratie et retrouver du pouvoir en tant que citoyen. Alors, je suis désolé pour la typo qui ne passe pas, n'est-ce pas? Mais Kawa a été créé fondé en 2014 pour créer du lien et développer la participation citoyenne dans les territoires. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en sens de la loi 2014. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte, qui est autour de l'innovation démocratique et des civic tech, et on s'inscrit dans différents collectifs autour de cette question de la création de liens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met à disposition d'acteurs de l'intérêt général, des associations, des collectivités locales, des mutuelles, une plateforme numérique qui permet de favoriser des rencontres dans la vie réelle à l'échelle locale. Donc c'est les photos que vous avez à droite, par exemple. C'est des conversations, principalement, en fait, et des conversations conviviales, de proximité, participatives. Et la plupart du temps, ça se fait dans des cafés, et c'est pour ça qu'on s'appelle Kawa. On a décidé de faire en 2016 le printemps citoyen. Vous connaissez tous la fête de la musique. Chaque année en France, on prend beaucoup de plaisir à fêter la musique tous ensemble en juin. Nous, notre idée, c'était finalement assez simple. On propose au printemps de fêter chaque année la démocratie et la participation citoyenne. On a créé cette initiative de manière collective. Et le printemps citoyen, c'est avant tout une œuvre collective qui se base sur la créativité citoyenne. Ça veut dire qu'on a une diversité de formats d'animation, on a des concerts, on a des conférences, on a des ateliers, on a des débats, on a des banquets.
On a une diversité de thèmes, on n'impose pas de thème, il n'y a pas de thème autre que participer en tant que citoyen. Ça peut être l'écologie, la démocratie, la santé, l'alimentation. Et puis, c'est très important dans le modèle, il y a une diversité de lieux. Ça peut être des cafés, bien sûr, mais ça peut être des espaces de coworking, ça peut être des parcs, ça peut être des librairies, ça peut être des musées, ça peut être des théâtres, ça peut être des locaux municipaux, ça peut être des maisons, des associations. Donc cette année, en 2020, c'est la 4e édition du Printemps citoyen. On est heureux que cette année, elle soit en partenariat notamment avec la région Centre-Val de Loire, avec la région Occitanie. J'espère que la région Bretagne va rejoindre très rapidement le mouvement. Et on espère que le mouvement va grandir pour que chaque année, on puisse se prouver tous ensemble qu'on fait société et qu'on est heureux de vivre ensemble. Je voudrais finir par vous dire que ma conviction et notre conviction à Kawa, c'est qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a besoin de se parler, on a besoin de discuter, on a besoin de débattre, surtout quand on est différent, surtout quand on n'est pas d'accord. Et ça, on a aussi besoin de le faire en vrai, pas seulement derrière des écrans, pour faire vivre la démocratie, pour faire vivre la participation citoyenne, et aussi parce que tout simplement, la vie est plus belle ensemble. Merci. Merci beaucoup. Des questions? Aucune question. Christian a une question. Comment est-ce que vous vous payez? On ne se paye pas, non, je rigole. Je fais une blague à moitié parce que ce n'est pas un sujet facile. Alors, on a nos amis de Wouter avant. Le sujet de la participation citoyenne est en train de grandir. Le sujet du lien social, il est très difficile à monétiser, comme on dit dans le jargon. Très concrètement, on a une source de revenus avec des abonnements, c'est-à-dire que les acteurs de l'intérêt général dont je parlais, collectivités locales, associations mutuelles, vont payer un abonnement SaaS, comme on dit dans le jargon, pour utiliser la plateforme. C'est des plateformes en marque blanche, hein, c'est du B2B. Parallèlement à ça, on a aussi des prestations de services. On accompagne ces acteurs, à la fois pour organiser des événements, pour packager des formats d'animation, mais c'est aussi un changement de culture, à vrai dire. Digitaliser des process qui étaient papier ou qui étaient un peu artisanaux, mais c'est aussi plus fondamentalement passer à une culture collaborative, horizontale, alors qu'avant on avait l'habitude de faire des choses plutôt verticales. Globalement, ça revient aussi à faire des événements qui sont par exemple des débats mouvants ou ce qu'on appelle les bocals à poissons, c'est-à-dire des formats plus participatifs dans lesquels on est moins, comme je suis là en fait, vertical dans la relation, mais plutôt horizontal. Et du coup, vous recevez des dons ou pas? Et en plus, de par le fait d'être une entreprise agréée d'utilité sociale, on n'a pas de dons et on reçoit des subventions, tout à fait. Ce qui permet aussi d'équilibrer, pas tout à fait encore, mais on espère à terme le modèle. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 10. On est 10, on a une partie tech. On a donc la chance d'avoir un excellent directeur technique et des développeurs. On a une partie communication, communauté, puis on a une partie plutôt développement. Jérôme, tu avais une question? Oui, j'ai du mal à percevoir ce que vous proposez, qu'on ne va pas retrouver dans plein de réseaux. Enfin, voilà, il y a plein de moyens de pouvoir mettre en relation les uns les autres, de créer des groupes, de faire des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que votre outil peut proposer qu'on ne va pas retrouver dans d'autres outils qu'on peut utiliser pour même se rencontrer? Il y a un sujet de données. Il y a un sujet de données. Quand on a créé Kawa, on a dit on ne va pas avoir de modèle publicitaire. Donc ça, c'est une grosse différence avec un réseau social. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une grosse partie event sur Facebook, qui développe de plus en plus d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien que c'est très important dans le développement de la plateforme. Et les gens mettent du temps d'ailleurs à comprendre qu'en fait, quand ils utilisent Facebook gratuitement, c'est tout sauf gratuit. Puisqu'on sait que 95% de l'audience vous créez sur Facebook, si vous voulez la réadresser, il faut payer des pubs. Voilà. On s'est construit sur l'idée qu'on ne voulait pas avoir ce modèle-là. Pas de modèle publicitaire. Les gens qui utilisent notre plateforme sont propriétaires des données aux différents étages. Donc en fait, on est aussi d'une certaine façon aujourd'hui de plus en plus, en tout cas c'est comme ça que les gens nous perçoivent et les acteurs avec lesquels on travaille, comme un convertisseur des données qui sont sur Facebook vers des données qui leur appartiennent. Donc on va communiquer souvent ce que les gens font, ils communiquent via Facebook, les gens s'inscrivent sur Kawa et ils sont du coup propriétaires de leurs données. Ça, c'est la première, on va dire, c'est la première différence. Après, mais c'est difficile de l'expliquer en peu de mots, on a une logique d'archipel.
C'est-à-dire qu'on crée du lien pas seulement entre les citoyens, mais entre les acteurs eux-mêmes. Le printemps citoyen, c'est un bon exemple de ce point de vue-là. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses partout. Nous, le but de Kawa, c'est pas tellement d'en faire plus, parce qu'en fait, il y a une énergie incroyable. C'est juste que c'est trop disséminé, et il y a souvent un problème d'agrégation. Donc on fait des cartographies. Mais en fait, dans la cartographie, pourquoi un archipel? C'est parce qu'on a la vision globale, mais chacun est dans son île. Donc ça veut dire que dans la plateforme, on peut aussi se retrouver seulement dans tel acteur. Dans le printemps citoyen, on peut se retrouver seulement à la région Occitanie, puis dans la région Occitanie, seulement dans le lieu, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que le jury va pouvoir procéder à la délibération. Pour le public, pour les votes, je rappelle que vous pouvez scanner le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone, ou bien aller sur votre navigateur préféré et taper klaxoon.com et saisir le code suivant. Je le fais en direct. Bonjour, Fabien Cazenave de Ouest France. En attendant que le jury délibère, ils vont dans 10 minutes pour le jury, je précise. Voilà, on va vous expliquer peut-être pour qu'est-ce que c'est que Offset, qui est justement ce qui organise cet événement. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi le nom d'Offset déjà? Alors Offset, c'est un clin d'œil du numérique vers le papier. Le offset, c'est le procédé qu'on utilise pour les rotatifs pour imprimer le journal. Et ça y est, vous voyez, j'ai voté en direct. Donc avec le QR code, avec votre appareil photo, vous pouvez voter en moins de 2 mouvements. Donc Offset, c'est lié à l'impression, donc effectivement en lien avec Ouest France. Vous êtes un accélérateur de start-up. Alors tout à l'heure, je suis intervenu pour nous expliquer ce qu'était la 5G. Est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi un accélérateur de start-up? Vous leur permettez d'aller plus vite, mais ça veut dire quoi? Un accélérateur, c'est un programme qui permet à des grandes entreprises d'accompagner des startups dans leur développement. Je fais très vite. Ouest France accompagne des startups en leur fournissant quelques programmes de formation et un certain nombre de ressources, et la startup peut se développer. Pourquoi est-ce que Ouest France a développé ce programme? Alors Ouest France est en pleine transformation numérique et en forte croissance numérique. Et dans ce cadre-là, l'intérêt des startups, c'est que ce sont des sociétés qui sont très agiles, qui vont très vite, qui proposent souvent des services ou des produits innovants, avec des usages eux aussi innovants, et très très régulièrement avec une façon de toucher leur marché ou d'adresser leurs clients qui est aussi très différenciante. Ouest France, de son côté, où les grandes entreprises disposent de moyens, de canaux de distribution, d'experts. Dans le cas présent, Ouest France dispose d'une audience assez considérable et d'un nombre d'abonnés également très important. L'idée, c'est de faire cohabiter, de travailler ensemble les deux structures. Et ce faisant, Ouest France innove grâce à l'accélérateur et tout en permettant aux startups de se développer. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dispositif? C'est-à-dire, qu'est-ce que Ouest France apporte justement à ces différents partenaires? Les startups qu'on a vues, là, comment est-ce que vous les aidez? Alors, le dispositif prend plusieurs formes. Tout d'abord, en termes de durée, l'accélération se déroule d'avril jusqu'à fin novembre. Ensuite, il n'y a pas de nécessité d'être géographiquement placé dans la région rennaise. Vous pouvez être parisien ou marseillais, ça ne pose pas de problème. L'accompagnement se fait via des ateliers collectifs, il y en a un par mois durant les 8 mois de l'accélération, sur des thématiques qui sont très variées, mais qui sont globalement autour du business, autour du financement, autour du product management, autour de la communication ou du leadership. En fait, toute une boîte à outils qui permet aux startups de se développer. En plus de ces ateliers collectifs, chaque startup se voit attribuer 2 parrains qui sont des salariés de Ouest France et qui sont experts aussi sur le domaine de la startup et qui vont les accompagner pendant toute la durée du programme. Donc c'est une accélération en mode projet. On définit un livrable ensemble au commencement de l'accélération. C'est quoi un livrable ? On se dit, voilà, je suis une entreprise qui sert à collecter des avis, eh bien, je vais travailler avec vous pour, d'ici 8 mois, faire que votre solution soit intégrée sur westfrance.fr et que vous puissiez aussi apprendre et développer votre produit. Est-ce que Ouest France utilise certains de ces produits ?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est que en cible, enfin à la fin du programme d'accélération, le produit ait été mis au point et qu'on en devienne client. Si c'est le cas, ça veut dire que l'accélération a été un succès. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous donner un exemple utilisé par, que West France utilise par rapport à Offset ou des succès en dehors de West France? Alors, je pense à 2 exemples en particulier de succès avec Offset. Le premier, c'est une société qui s'appelle Mediego, qui est issue de la recherche et qui permet de personnaliser les newsletters. On les a aidés à mettre au point et à affiner leur algorithme. Et en l'ayant intégré dans nos newsletters, donc une partie de ce que vous recevez est commun et une partie est liée à vos habitudes de lecture, on a réussi à augmenter de 40% le taux d'ouverture des emails envoyés. Un autre... Alors, juste pour dire, Mediego, moi par exemple, je l'utilise. Je suis spécialisé en questions sur les affaires européennes, et donc on a une newsletter Europe. Donc je vous invite à faire West France newsletter Europe sur votre ordinateur pour pouvoir vous abonner. C'est tous les jeudis. Et c'est vrai que pour le coup, moi qui l'utilise par rapport à d'autres outils de newsletter, je témoigne que c'est vraiment facile de préparer sa newsletter. Généralement, je la fais au dernier moment et je le fais en moins de 10 minutes. Donc c'est vrai que c'est un bel outil. Un autre type de succès, c'est une start-up qui au départ paraissait pas très innovante, qui s'appelle Le Dranche. Pour la petite histoire, Le Dranche, c'est le début de droite, le milieu de centre et la fin de gauche. C'est un journal papier qui est mensuel, dont le but est d'aider les gens à se forger une opinion. Donc, ils ont aussi une version Internet. Le site Le Dranche et le mensuel Le Dranche s'emparent des sujets d'actualité. Et pour chacun d'entre eux, cherche des experts qui sont pour ou contre, mais qui sont légitimes pour parler du sujet. Et vous avez toujours sur un sujet l'expert pour ou l'expert contre qui sont affichés sur votre page ou sur votre écran pour éviter justement, on en parlait tout à l'heure, les bulles d'enfermement algorithmiques. Cette start-up a été accélérée dans Offset. Elle est complètement alignée avec la mission qui consiste à aider les gens à s'informer et à se forger une opinion, à tel point qu'elle a rejoint la plateforme. Westfrance.fr désormais essaie d'agréger des contenus qui ne sont pas forcément issus de West France, mais qui sont certifiés de qualité par West France. Et donc on les a intégrés sur la plateforme, ils sont accessibles sur westfrance.fr. Et par ailleurs, on leur a permis d'être diffusés à 40 000 exemplaires supplémentaires dans les universités, parce qu'on distribue aussi West France dans les universités. Alors deux exemples là ce soir. On a par exemple Poppy ou pour la transformation, pour le B2B par rapport aux produits mal. Par exemple pour West France, je me dis en quoi est-ce que ça vous intéresse? Et pourtant ils font partie du programme Offset, si je comprends bien. Vous parliez pour les papiers toilettes par exemple, ou pour la vente de produits d'agriculteurs. Voilà. Il faut dissocier le concours Start-up et citoyenneté du programme Offset. Évidemment, s'il y a des synergies possibles, on ne s'en privera pas, mais ce sont 2 parcours différents. Alors, dernière question, quelles sont les attentes d'Offset par rapport à la future promotion? Là, je vois que le jury arrive, donc ça va être ma dernière question. Alors, il y a 4 dimensions qui nous intéressent pour la promotion prochaine. La première, c'est sur les contenus. On cherche à trouver des startups qui nous aident à fabriquer des contenus sous différents formats. Je pense à l'audio, à la vidéo. Un autre axe, c'est sur les revenus. On a une logique d'abonnement forte, mais malgré tout, il nous faut des revenus publicitaires. Donc, toutes les sociétés qui sont sur ces thématiques publicitaires nous intéressent. La troisième dimension, c'est la dimension technologique. Alors là, ce n'est pas que West France, mais on a besoin de trouver On parle souvent d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle peut nous aider pour nos équipes commerciales, pour nos équipes techniques. Enfin, en tout cas, il y a plein d'usages en interne. Et la dernière dimension, je l'ai oublié. Donc, on a dit publicité. Le service. Le service, voilà. On cherche aussi un certain nombre de startups qui proposent des services aux citoyens qu'on pourrait intégrer à nos pages d'information locales. Je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il stressait beaucoup, donc vous pouvez l'applaudir quand même pour toutes ces réponses. Et maintenant, je vous laisse la parole, Jean-Pierre, pour accueillir le jury et savoir qui est-ce qui a gagné. J'accueille Fabrice pour le coup. On commence par le prix du public, oui. Alors, il n'y a pas de manipulation, c'est juste les réglages de dernière minute, nous vous le disons. Christian, si tu veux bien monter sur scène aussi, comme tu es lauréat. Oui. Ah, mince. Ah, zut.
Est-ce qu'on peut remettre juste à ce moment-là l'écran? Ouais, c'est trop tard pour le prix du public, malheureusement. Toutes nous confusent pour le souci technique. Voilà. Alors ça, c'est les aléas du direct, comme disent nos amis de la télévision. Jean-Pierre, est-ce qu'on est bon? On peut annoncer les vainqueurs? Encore toutes nos excuses pour ceux qui n'ont pas réussi à voter. Donc Christian, je te laisse remettre le prix du public. Le trophée est là-bas. Bien, peut-être avant de remettre les prix, tout d'abord, évidemment, remercier les startups donc, qui ont fait de belles présentations et puis surtout, encore plus important, on a vu 5 belles idées d'initiatives et de projets. Donc, encore bravo. Et puis, bien sûr, merci à ce brillant jury également. Alors, on commence par le prix du public. Et donc, c'est CNext qui a remporté ce prix. Toutes mes félicitations. Et je tenais ici également à ajouter que le niveau est beaucoup plus dur, je trouve, cette année que l'année dernière. Donc bravo à tous ceux qui ont pu gagner. Un petit mot, Stéphanie? Merci beaucoup au public, du coup. Je suis super contente, c'est la première fois que je gagne un prix, donc merci beaucoup. Tu peux rester sur cette... Et concernant donc le jury, c'est Foodologique qui a remporté ce prix. Bravo. Un petit mot, Magali? Alors, comme Stéphanie de CNext, c'est la première fois que je gagne un prix, merci beaucoup. Et ça encourage encore plus dans l'engagement qu'on veut porter, donc merci pour ça. J'invite tous les membres du jury et puis toutes les startups participants à nous rejoindre pour la photo finale.